Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui aime l'art et les artistes contemporains. Blaise Mercier, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la fabrique Paula. Vous en êtes le directeur depuis 2015. Que fabriquez-vous à Bordeaux ? On fabrique énormément de choses. C'est un lieu dans lequel il se passe énormément de choses. On a aussi bien des architectes, des artistes, des gens qui font des ateliers dans l'espace public, des gens qui font des ateliers avec les publics, des gens qui fabriquent des bandes dessinées. C'est ce qu'on appelle tout simplement une fabrique artistique. Donc un lieu dans lequel se fabrique tout un tas de productions artistiques, plutôt dans le champ des arts visuels. Paula comme pôle artistique ? Pôle artistique, exactement. C'est l'histoire du projet. C'est un pôle artistique. Pôle administratif pour vous, comme vous êtes le directeur ? Un peu, parfois. On a tendance à dire qu'on est aussi un pôle administratif, mais évidemment, c'est un outil qui accompagne les artistes et qui les accompagne aussi dans les aspects administratifs. On découvre là cette équipe, une partie de cette équipe, de ces artistes que vous accueillez sur la rive droite de Bordeaux, sur une friche industrielle, d'où le côté chantier. C'est pas encore terminé, ça sera pour 2018. Tout à fait, là on est en plein chantier. Vous pouvez voir une partie des habitants de la fabrique, parce qu'il y a 80 personnes qui travaillent dans cet espace au quotidien. Et effectivement, on s'installe sur la rive droite, tout près du pont Chaban, quasiment en face de la Cité du Vin, avec un grand espace qui sera non seulement un espace de travail, mais aussi un équipement culturel avec des lieux d'exposition, des ateliers pour les publics, un restaurant, une boutique, des lieux de conférences, de rencontres et de formation. Donc c'est un grand lieu qui fait plus de 4000 m² et dans lequel tous les habitants de la fabrique s'installeront, si tout va bien, en février prochain. Vous en êtes le directeur depuis 2015, mais la fabrique existe depuis 2000. À la base, ça a été créé par des artistes ? Depuis 15 ans, c'est ce qu'on appelait à l'époque les fabriques culturelles, c'est-à-dire un lieu qui est fait par des artistes. En fait, c'est des artistes et des architectes des écoles de Bordeaux, des deux écoles de Bordeaux qui ont constitué ça, en se disant qu'il fallait qu'ils s'assemblent pour réussir à développer des projets communément et pouvoir se donner les moyens de développer leurs propres projets et de travailler dans une logique de rayonnement au territoire. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Exactement. Rayonnement sur le territoire, pour l'instant, ça se limite à l'agglomération bordelaise ou vos visées vont au-delà, à l'échelle du grand territoire de la Nouvelle-Aquitaine ? Alors on a une double mission. On a une mission effectivement à l'échelle de la grande région, puisqu'on est considéré comme étant le lieu qui accompagne tous les artistes et tous les professionnels du territoire dans le champ des arts visuels. Donc on a tout un tas de dispositifs qui accompagnent les écoles d'art, les écoles d'architecture, les artistes qui sont demandeurs d'emploi, les associations qui veulent se développer et qui viennent chez nous et qu'on accompagne dans le développement de leurs projets. Donc ça, c'est une mission vraiment régionale. Et puis à côté de ça, on a évidemment une vocation plutôt territoriale de proximité à l'échelle de la métropole et de la ville, plutôt dans une logique d'équipement culturel. On peut proposer des expositions, des ateliers pour les gamins, des rencontres avec les acteurs des territoires. Mais il y a vraiment ce double niveau. On va découvrir des photos de votre lieu, alors encore en chantier, mais des projets que vous comptez faire là-bas. Là, c'est une photo du jardin de la future fabrique. Donc pour les Bordelais, ils reconnaîtront, c'était le bâtiment, il y a marqué Brazzardville, ce grand graffiti qui va être transformé et qui sera donc fini au printemps prochain et qui sera au milieu du parc aux Angéliques. Donc ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un équipement culturel qui soit au milieu d'un jardin et dans lequel le public puisse indifféremment faire de l'escalade sur les murs avec un mur d'escalade, se détendre, boire un verre au bord de l'eau, mais aussi découvrir des expositions ou pratiquer des ateliers de sérigraphie, de photographie pour les enfants, etc. C'est la première fois que vous avez un lieu fixe. Vous étiez jusqu'à présent nomade Très nomade, dans Bordeaux. comme tous les lieux de fabrique artistique un peu partout en France. On a longtemps occupé des espaces un peu intermédiaires entre des travaux, etc. Et là, on passe dans une nouvelle logique. Ça, c'est un accompagnement de la ville de Bordeaux, de la métropole bordelaise, de la région qui se sont impliqués avec la Caisse des dépôts et consignations et l'État qui a été très important pour dire voilà, on va faire un nouvel équipement qui va permettre non seulement à ces professionnels de continuer à accompagner tous les artistes du territoire, mais aussi de proposer au public des activités nouvelles. Du coup, vous vous adressez à combien de personnes ? Vous avez vu, on est juste en face de la Cité du Vin. Je vous laisse imaginer le potentiel d'attractivité. Moi, je m'amuse toujours quand en plein milieu des travaux, là, on voit les joggers qui passent tous les matins. On se dit, on va pouvoir leur proposer des expositions, des ateliers, des moments de yoga, tout un tas d'événements qui vont à un moment permettre à ces publics-là de s'approprier ce lieu, soit parce qu'ils passent à côté, mais aussi pour les gens des quartiers. On est tout près de la Benauge, on est tout près de la Bastide, on est de l'autre côté du pont par rapport à Bacalan, donc d'imaginer des ateliers pour les habitants du quartier, etc. Mais les artistes qui sont à l'intérieur de la fabrique, vous en accueillez combien ? On a 80 professionnels, donc on a des artistes, 80. On a des dessinateurs de BD, on a des éditeurs, on a tous ces professionnels-là. On a des gens dont le métier c'est d'accompagner les publics, on a des gens dont le métier c'est de créer.
Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un grand vivier dans lequel tous ces gens se croisent et tous ces gens échangent ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place des lieux de proximité. La cantine dont je parlais, ce lieu dans lequel les gens pourront venir manger, le public pourra venir manger, les habitants, les gens qui travaillent au sein de la fabrique pourront manger, c'est parce que c'est des lieux de rencontre et c'est des lieux à un moment dans lesquels tous ces gens se rencontrent. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est comment on crée de la convivialité. Là, on le voit bien sur l'image qui passe à l'écran. Une photo de l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur du bâtiment, c'est ce qu'on appelle la rue des artistes. Vous avez aussi bien d'un côté des ateliers qui sont les ateliers des artistes que de l'autre côté des ateliers qui sont des ateliers de pratique artistique. Donc dans lequel on va pouvoir trouver le centre social du quartier, l'école de la Benauge, une association des femmes de la Benauge, l'amicale des boulistes du quartier. Enfin voilà, l'objectif c'est aussi de se dire que ce qui fait culture, c'est aussi tout ce que les gens souhaitent développer et qu'à un moment, ce lieu est un lieu de convivialité, un lieu de rencontre entre toutes ces pratiques-là. Au sein de la fabrique Paula, on a des savoir-faire. On sait faire de la photo, on sait faire de la sérigraphie, on sait faire des BD. Mais tous les gens du quartier, ils ont aussi tout un tas de pratiques. Et ce lieu, il leur est ouvert. Et c'est dans cette rue-là que se passent tous ces événements-là. Partager les savoirs. Exactement, en fait, c'est un lieu de partage. C'est très important pour nous. Ça fait partie du cœur de Paula et de l'histoire de Paula. C'est comment à un moment on partage nos savoir-faire avec les habitants du territoire. Et ce partage, vous allez aussi à la rencontre des habitants grâce à un véhicule que vous avez mis en place, la Paula Mobile. Oui, alors là, vous avez vu, sur l'image, on a pris en symbole la Ghost des Ghostbusters, la voiture des Ghostbusters. Mais c'est un véhicule qu'on est en train de construire avec les habitants des quartiers, en discussion avec eux, justement, pour voir quelles sont les attentes. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir développer des ateliers, justement, de photos, de sérigraphie, de BD, sur les quartiers du territoire, et beaucoup plus loin, parce que là, on travaille à une échelle régionale, avec un véhicule qui pourra aller développer des ateliers qui passeront 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être à la Réole, peut-être à Aubusson en Creuse, et qui permettront à un moment de développer évidemment de la pratique artistique pour les publics, mais aussi d'accompagner les associations de ces territoires dans le développement de projets culturels. Parce que ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est comment, à un moment, on transmet à ces publics-là des méthodologies, des moyens de développer des activités culturelles pour les territoires. Plein phare sur quelques créations que vous faites avec la fabrique Paula. On va découvrir notamment des refuges périurbains d'une drôle de forme. Oh là là là, alors les refuges, c'est un peu un des projets emblématiques de la fabrique qui est porté par 2 des structures de la fabrique Paula, qui sont Bruit du Frigo et Zebra 3, et qui sont des refuges dans lesquels on peut tout simplement aller passer la nuit pendant toute la période estivale. Il y en a qui maillent tout le territoire. Celui-ci vient d'être inauguré, il est sur le bord de Bordeaux-Lac. Et en fait, vous pouvez tout simplement réserver sur le site de la métropole bordelaise et aller passer la nuit dedans. Et l'idée, c'est que les gens peuvent, comme ils feraient un itinéraire en montagne et marcher pendant 10 jours à travers un territoire, et bien là, ils pourraient faire le tour de la métropole pendant une 11aine de jours, parce qu'il y en aura 11 à terme, et ils peuvent dormir dedans. C'est entièrement gratuit, il suffit juste de les réserver sur le site internet de la métropole, et on peut y passer la nuit. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée expérience d'y passer la nuit, parce que quand on est dedans, en pleine nuit, dans une zone un peu intermédiaire, à Bassins, à Ambarès, etc., et ben on découvre vraiment le territoire de manière très différente. Oui, c'est ça, c'est pas en pleine campagne, c'est dans le territoire quand même périurbain. Complètement, et c'est aussi de dire que notre ville, elle a des grandes richesses, et qui ne sont pas juste dans son 18e flamboyant. On adore évidemment le 18e flamboyant de Bordeaux, mais on adore aussi ces endroits un peu étonnants que les gens ne connaissent pas et dans lesquels ils peuvent aller se promener. Et ça, c'est une proposition des artistes ou c'est les habitants qui vous ont dit que ça serait bien d'avoir des refuges? Ça, c'est les structures de Paula qui ont eu cette idée. C'est le Bruit du Frigo qui est un peu une des structures emblématiques avec Zebra 3. Et ils se sont adressés à des artistes pour les concevoir et les développer. Et ce qui est très marrant, c'est que dès que le projet a été développé, toutes les villes du territoire, de la métropole, se sont tout de suite emparés du projet en disant mais nous ça nous intéresse, on aimerait en avoir un et on aimerait bien que ce soit chez nous. Et aujourd'hui ce sont les villes qui gèrent l'entrée et la sortie des gens, donc il y a vraiment une implication de leur part parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un outil d'attractivité et de découverte. Et on a 2 types de publics, on a des gens qui viennent de partout dans le monde, on a récemment je voyais des Américains qui avaient voulu réserver pour l'ensemble du territoire, mais on a aussi des gens du coin qui se disent tiens, je vais redécouvrir la métropole à travers un nouvel itinéraire, un tourisme un peu étonnant. On va découvrir une autre œuvre d'art dans laquelle on ne peut pas trouver refuge, mais qui est belle à voir. Voilà, alors cette œuvre, si elle était là, c'est parce qu'elle est sur le bord du tram. Et c'est vrai qu'au sein de la fabrique, on a des grands ateliers de production. Et c'est dans ces ateliers de production sont produites toute une partie des œuvres d'art que vous pouvez voir dans l'espace public. Donc c'est aussi un lieu, un moment dans lequel, avec la métropole, avec la ville, avec la région ou avec les artistes, on vient fabriquer les œuvres d'art. Quand on doit faire une œuvre d'art un peu importante, elle doit respecter un certain nombre de règles. Parce que s'il y a des gamins qui grimpent là-dessus ou qui font du skate dessus, il faut être un peu attentif au fait que cette œuvre, elle va pouvoir rester dans l'espace public. Et c'est chez nous que sont fabriquées ces œuvres. Et c'est vrai qu'elles viennent mailler et alimenter l'imaginaire des habitants et des voyageurs de la métropole. Plein phare sur des fruits connectés qui m'ont beaucoup intrigué.
Alors déjà là, les fruits se font presser. Premier fruit connecté. Alors ça, c'est un projet qui s'appelle la République de la bidouille et qu'on accueille avec les petits débrouillards et qui nous amuse beaucoup. C'est en fait un week-end dans lequel les gens viennent fabriquer et inventer des objets un peu étranges et un peu technoïdes. Et celui-ci, c'est un projet qui est fait avec des gamins qui se sont amusés à fabriquer un presse-orange avec un vélo. Donc là, on voit les enfants qui sont en train de presser des oranges avec le vélo. Ça les fait marrer. Deuxième projet, ça c'est un instrument de musique tout simplement dans lequel les objets qui permettent d'activer la musique et de jouer de la musique, ce sont des fruits. Tout simplement en utilisant des diodes électriques, on peut s'amuser à jouer de la musique avec des instruments. Et ça, c'est un moment très drôle parce qu'on a des gens qui sont très technologiques qui sont là. On a des hackers, des gens qui sont vraiment dans l'informatique. On a des gens qui sont plutôt dans la pratique artistique. Puis on a un grand public qui vient s'amuser à fabriquer des objets un peu étranges. Et ça, c'est des moments de convivialité qui sont pour nous très importants. Parce que souvent, dans le rapport à la création artistique, on a toujours un peu peur de se lancer dans des aventures de création. On se dit qu'on ne va pas être à la hauteur. Et cet objet-là, il a cette richesse-là. C'est que pendant un week-end, on s'amuse vraiment à bidouiller. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle la République de la bidouille. C'est qu'on bidouille des objets et on fabrique des objets qui vont avoir une vocation artistique, technologique. On est un peu dans l'éducation scientifique, on est un peu dans l'éducation culturelle et c'est ça qui nous amuse. Plein phare sur votre parcours, Blaise Mercier. Vous êtes un véritable militant, on va dire, de la culture pour tous, parce que vous avez déjà œuvré en Nouvelle-Aquitaine, dans la Creuse, avec une association, La Métive, un lieu de création contemporaine en milieu rural. C'est essentiel pour vous? Ça a été très important dans mon parcours personnel. J'étais parisien et quand j'ai quitté Paris, je me souviens encore, tout le monde me disait « mais t'es fou, tu vas partir à la campagne ». Et je suis parti en Creuse, je suis arrivé et j'ai pris la direction de ce lieu qui est un lieu de résidence d'artistes pluridisciplinaires en pleine campagne, en pleine zone rurale, dans un village magnifique qui s'appelle le Moutier d'Ain. Et pendant 5 ans, j'ai piloté ce projet et on amenait la création artistique au plus près des territoires. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment développé tous ces savoir-faire de lien aux habitants du territoire. Parce que travailler avec des agriculteurs, travailler avec des habitants en pleine campagne sur des questions de danse contemporaine, c'est une sacrée aventure. Et on s'est vraiment, vraiment fait plaisir. Et ce que j'ai trouvé toujours magnifique dans le lien aux habitants, c'était que les habitants de ces territoires étaient extrêmement respectueux de la manière dont travaillaient les artistes. Ils voyaient des gens au travail, ils voyaient des gens qui fabriquaient des choses, et ça a été extrêmement important. Et ça a été peut-être un des héritages dont je me suis servi ensuite quand on a développé ici le projet au sein de la Fabrique Paula, en se disant comment à un moment on peut travailler avec les habitants des territoires et comment on peut leur montrer qu'on a des savoir-faire, mais qu'ils en ont aussi et qu'on peut peut-être travailler ensemble. Plein phare sur un objet qui ne vous quitte pas en cette période de chantier. À la Fabrique Paula. Voilà, le casque, c'est un petit clin d'œil parce que ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on est sur ce chantier. On en a encore pour quelques mois. C'est extrêmement important pour nous. Et le chantier, pour nous, il fait partie du processus d'arrivée sur le territoire. Donc en ce moment, on commence à organiser justement des visites de chantier pour tous les habitants en leur disant... Venez découvrir le chantier, venez participer avec nous. On va même faire des ateliers pendant la période du chantier où les gens pourront venir parce qu'on a envie que les gens s'approprient ce lieu. C'est un lieu qui est ouvert à tous. Merci Blaise Mercier d'avoir mis la Fabrique Paula dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.